session retour d'expérience. Donc ils ont fait des expériences et ils viennent nous en parler. À ma gauche, Loops Creative Studio et 2 minutes qui développe actuellement Artefacts. Un pipeline commun à leurs 2 studios qui intègre le temps réel avec Unreal Engine 5 qui sera donc appliqué sur un premier long métrage, Landaris, comme ça qu'on dit, réalisé par Philippe Duchesne et Jean-Baptiste Cuvelier. Tu es en train de me bouffer toute mon intro là. C'est juste, voilà, très bien. Donc on gagne du temps. Ouais, il te restera 3 minutes. Donc voilà, donc avec Jean-Michel Spinner, donc qui n'a plus d'introduction à faire, qui est le fondateur et le producteur de 2 minutes, et Alexandre Breteau, qui est le cofondateur, le CG superviseur de Loops Creative Studio, qui est un nouveau studio, relativement nouveau studio. Tout jeune depuis mars. Voilà, et qui est installé en Angoulême. Exactement. Okay. Et puis, à ma droite, Marc Dubroy, de Superprod. Qui, lui, vient nous présenter Flow, qui est un pipeline pour le long métrage d'animation avec de l'USD, de l'open source, du microservice dedans, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Eh bien, nous allons commencer par ces messieurs de gauche. 15 minutes. Okay. C'est pas encore affiché à l'écran. Mais c'est affiché sur mon téléphone. Oui, mais c'est pas affiché. Et ça décompte. Ça marche ou pas? Bonjour, donc légère redite au début. Donc on va effectivement vous présenter notre pipeline qui s'appelle Artefact, qui est un développement conjoint entre Loops et 2 minutes. Développement qu'on a imaginé en 3 étapes. Et les 3 étapes vont s'appuyer sur 3 longs métrages qui sont en ce moment dans notre line-up. Donc Landaris, un film de Philippe Duchesne qui est en ce moment en production, produit par PM. Les Légendaires, un film de Guillaume Yvernel dont la production va démarrer là dans les semaines qui viennent, et produit par Pan-Européenne. Et enfin Sabah, un film de Benjamin Massoubre et d'Alexis Ducor, produit par Maybe Movies, qui va démarrer à peu près dans 6 mois. Donc nous, ça fait à peu près 1 an et demi avec Loops qu'on réfléchit ensemble à ce pipeline temps réel. Et je vais vous montrer un petit peu les étapes. En fait, dans notre démarche, la première étape pour apprivoiser un peu la bête et regarder ce qu'on pouvait faire avec Unreal, ça a été de nous poser des questions sur le rendu non photoréaliste. Parce qu'on savait qu'Unreal marchait bien sur tout ce qui était photoréaliste, on avait vu toutes les démos, mais on s'inquiétait sur cet aspect-là. Et du coup, on a levé nos doutes en refaisant à l'identique une séquence de Zombielenium, qui est un film qu'on avait produit il y a quelques années. Donc on l'a vraiment refait à l'identique. Le but n'était pas de refaire de l'anime ni quoi que ce soit, mais de vérifier le rendu. Et en fait, ce qui nous a vraiment mis en confiance pour la suite des opérations dans Unreal, c'est de nous apercevoir qu'on avait été beaucoup plus vite à développer le shader Unreal à l'époque qu'on avait mis du temps pour développer toute notre solution de render à la main et en C. Alors, après, on a fait pas mal d'autres tests sur différentes formes de rendu. Et puis, on est arrivé à un test que je vais vous montrer là, alors qui est vraiment un test technique, qui n'est pas du tout un teaser, qui s'appuie sur les légendaires de Guillaume Yvernel. Et dans ce test, en fait, on voulait mesurer 2 choses, qui étaient d'une part la capacité d'Unreal à pouvoir ingérer beaucoup de polygones, et d'autre part, comment on pouvait s'y prendre pour faire des allers-retours entre Unreal et d'autres systèmes. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'Houdini. Il y en a pas mal dans cet extrait. Alors, on va le regarder.
Donc après, une fois qu'on a fait tous nos tests et qu'on s'est dit que c'était vraiment ça la bonne idée, on s'est demandé par où on allait prendre, par quel bout on allait attaquer notre pipeline temps réel. Après avoir pas mal réfléchi, on s'était dit que la meilleure solution dans le cas, là, c'était de commencer plutôt par la fin, de continuer par le début et de finir par le milieu. Et c'est comme ça qu'on a procédé. Alors, commencer par la fin, donc ça voulait dire intégrer toute la partie post-animation que propose Unreal. Et en fait, il s'agit vraiment d'une intégration, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de remplacer les outils pour outil, l'outil de render par un outil de render, etc. C'est vraiment la philosophie d'Unreal avec une relative fonte des outils et des étapes entre elles. Donc, on a commencé par attaquer ce gros bloc qui était le Lighting, FX, Render et Compo. Tout d'un coup, donc on met en service là sur le premier film. Et au passage, on a aussi réalisé quand même tout l'intérêt d'un outil comme Unreal pour le look dev. Là, ça change vraiment complètement la vie au look dev, c'est-à-dire qu'on a vraiment une instantanéité dans les réponses et en quelques demi-journées de look dev, on arrive vraiment à un résultat super probant. Après, deuxième étape, là, donc, on attaque actuellement avec Artefact 2, qui est l'intégration donc, dans la chaîne de l'anématique, de la prévise et du layout, et je dirais pas mal, avec cette même démarche que pour le post-animation, c'est-à-dire de fondre en un seul lot différentes phases, et avec comme conséquence aussi que ce soit les mêmes personnes qui soient à même de prendre plusieurs tâches en charge. Et enfin, on va arriver après donc pour le troisième film à la chaîne complète, donc qui va intégrer le storyboard. Alors le storyboard, on aurait bien voulu l'intégrer dès maintenant, mais en fait on n'a pas eu le temps, donc on l'intégrera plus tard. Et surtout, le gros morceau de l'intégration, c'est d'intégrer l'anime. C'est vraiment le cœur du sujet, ce qu'on va pouvoir aussi mesurer avec un peu une autre vue du pipeline qui est la vue suivante. Alors là, on a essayé de représenter notre pipeline en faisant un peu le distinguo, pipeline série, pipeline long métrage, état de l'art actuel et état de l'art futur. En fait, pour nous, le cœur du sujet, c'est de se dire on a un gros ensemble, donc Artefact Unreal avec les outils qu'on a développés et le moteur Unreal au milieu. Et finalement, ce qui est casse-pied, coûteux en temps, c'est d'entrer et de sortir de ce système-là. Alors, les entrées, à la limite, c'est pas le plus pénible, parce qu'on se dit que tout ce qui est modeling, surfacing, on va continuer à les faire de façon externe. On a des outils qui fonctionnent très bien. Le storyboard, ça ne pose pas de souci non plus. Par contre, l'étape d'animation, ouais, là, c'est quand même plus problématique parce que ça demande de sortir d'Unreal, de faire notre anime et de re-rentrer. Et donc, chaque fois qu'on rentre ou qu'on sort, de se poser toutes les problématiques de format d'échange, de check, de stockage de données, etc. Donc, pour nous, le pipeline futur de nos séries télé, c'est le suivant. Et donc, beaucoup plus épuré. Et pour moi, ça c'est un genre de pipeline idéal, c'est-à-dire qu'on va rentrer des assets dans le système et on va sortir un film ou un épisode. Donc ça, c'est l'idéal vers lequel on veut tendre pour la série. Le cas du long métrage est un peu plus complexe. Unreal a quand même certaines limitations en finesse d'image, notamment pour certains effets spéciaux ou pour du compositing. Donc là, sur la chaîne long métrage, on n'échappera pas quand même à des allers-retours avec des systèmes, typiquement comme Nuke ou Dini. Donc on a quelque chose d'un peu moins propre, d'un peu moins linéaire, mais qui est quand même ultra pratique. Alors après, on a mesuré un petit peu les impacts que pouvait avoir ce pipeline sur l'ensemble du studio, sur notre façon de bosser. Et donc notamment l'impact en ressources humaines dans le studio. Donc on voit que ça impacte à peu près tous les départements, alors plus ou moins fort, mais en gros l'impact est quand même partout, donc il s'agit vraiment d'un changement en profondeur de la façon de travailler du studio, avec une conséquence plutôt heureuse,
quand je parlais tout à l'heure de la fonte de plusieurs tâches ensemble, c'est pour nous le grand retour des généralistes. C'est-à-dire que ces dernières années, on a quand même vu les gens arriver à une hyper-spécialisation dans tel ou tel domaine. Et là, cette nouvelle façon de travailler qui est beaucoup moins linéaire, nous pousse à vraiment bosser avec des profils généralistes qui sont à même de prendre en charge plusieurs tâches, et ce qui a un impact aussi sur la qualité de travail et sur le plaisir qu'ont les gens à bosser avec nous sur les films. Autre vision de l'impact, c'est la vision planning-budget. Alors, c'est vrai, c'est une question qui a été un petit peu abordée aussi ce matin ou tout à l'heure, je ne sais plus, c'est « Ah ouais, mais alors est-ce qu'avec ces techniques, vous allez produire plus vite, moins cher ?» Et là, depuis le début, ma réponse, c'est non. C'est pas ça qu'on cherche. En fait, vraiment, ce qu'on cherche, c'est à planning égal et à budget égal, produire des plus belles images. C'est ça qui nous anime, et on essaie vraiment de s'accrocher à cette volonté. Petit autre impact aussi là qu'on n'a pas noté, c'est l'impact hardware. Donc l'utilisation d'Unreal nous pousse d'un côté à avoir des postes de travail un peu plus costauds, que ce soit en stockage disque et évidemment en carte graphique. D'un autre côté, ça nous dispense d'acheter, de mettre en place des render farms et ce genre de choses. Donc voilà, j'irai l'un dans l'autre, l'impact hardware, il s'annule. Voilà, donc dernier petit slide super vite. L'impact environnemental, donc on a fait des petits calculs. Alors il y a des vrais calculateurs qui sont en train d'être mis en place. Nous, on a juste voulu considérer une donnée qui nous semblait intéressante, qui était le nombre d'heures de processeur pour une prod, que ce soit pour une série ou pour un long métrage. Voilà, et je pense que le résultat est assez probant. On est sur une série avec un facteur 10 et sur un long métrage avec un facteur 4 en termes de consommation électrique de processeurs. Mais voilà, c'est juste une approche vague. Donc accrochez-vous, ça va aller vite. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. En temps réel. Alors, fabriqué avec Unreal 5. Du coup, on fait un peu du étape par étape. La première chose qui est arrivée quand on s'est mis dans la fabrication d'Unreal, c'est comment gérer les données. En fait, avec Unreal, tout le film, tout est dans le même projet. Tout le monde travaille sur le même projet. Donc on doit passer par un source control. Et encore plus avec le fait qu'on ait des multisites, on avait justement permis de regrouper un peu tout le monde. Ça amène aussi des nouvelles façons de travail pour les graphistes, et on se rend compte qu'il faut développer aussi des outils pour leur faciliter la tâche. C'est plus une réflexion développeur qu'une réflexion graphiste, et il faut leur amener un peu plus de simplicité. Au niveau de la création des assets, tout ce qui est modeling, texturing, on reste sur du classique. Et puis on a commencé à intégrer des petits outils dans Unreal, une petite interface, dont le 2 minutes FBX importeur, qui nous permet, en fait, on exporte notre mesh depuis Maya, nos textures, et ça vient importer tout ça dans Unreal pour nous créer, dans notre scène de lighting prédéfinie, notre personnage. Là, je vous montre une petite vidéo de Fur dans Unreal, un des personnages de Landaris. Il a, je crois que 7,5 millions de vertex par perso, enfin par Fur. Donc là, vous voyez le duplicateur. Alors c'est de l'instance, mais quand même, c'est assez agréable. On peut dans Unreal retravailler l'épaisseur du fur, la finesse. Et puis en fonction du shader, en fait, dans Unreal, vous créez vos shaders. Donc c'est à vous de mettre les options que vous voulez. Vous pouvez aller très très loin, rester simple. Mais voilà, on peut se permettre de retravailler la colorimétrie, la roughness, toutes ces choses-là, de mettre du noise. Après, un autre module qui est vraiment génial dans Unreal, c'est le module Landscape pour pouvoir travailler tout ce qui est décor. Donc, c'est intuitif, c'est réactif, et il y a tout un système de painting, de sculpt et d'editing ciblé. Et on peut mettre beaucoup de poly. Et maintenant qu'on est passé à 5.1, on peut en mettre beaucoup encore. Voilà. Donc, du coup, là, c'est une petite démo que je vous ai faite. Alors, c'est accéléré, parce que oui. Faut que ça rentre. C'est normal. Donc là, en fait, je suis en train de peindre le sol. On crée un peu de niveau. Je me dis, bon, voilà. Là, par rapport à ma banque d'images, de données, d'assets, soit qu'on a récupéré, soit qu'on a fabriqué pour un propre projet, on commence à peindre. Et puis, vu qu'il aime bien et ça va, on repeint. On continue. Puis après, je vais venir rajouter. Là, je vois en contexte ce que ça donne avec mon lighting et mon post-process. On est sur un projet Shiras, un court-métrage qu'on développe avec Eddy et Mouvrial, dans une ambiance en fait
photo noir et blanc, je vais vous raconter un peu plus. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'à droite, ce qui est génial, c'est qu'on peut retravailler le sol, et tout ce qui est accroché au sol suit, en fait. Et là, dans ma vue caméra, je me rends compte qu'il y a 2-3 éléments qui me gênent, je les ai déplacés, et puis bon, vu que j'avais une petite banque d'animes, je me suis dit, tiens, je vais mettre une petite anime sur le cerf. Voilà. Et donc, en travail de prévis, c'est quand même c'est super agréable, c'est assez kiffant. Après, au niveau prévis, du coup, sur Unrail, on a mis en place une prévise simplifiée, pour l'instant, quelque chose un premier pas dans la prévise, pour pouvoir travailler à la séquence. On a vraiment un bon montage, on a même des rigs qui sont importés, et après, on envoie tout vers Maya pour la partie layout et animation. Encore une fois, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un peu dans quel contexte on travaille notre prévise, le décor qu'il y a. On peut se permettre d'avoir beaucoup de choses dans la scène. On peut avoir, voilà, on a les détails, on a même des persos en plus, mais bon, c'est pas grave, on laisse. Et en fait, dans l'edit, on peut faire son remontage, donc on pourrait déplacer les plans. Mais ce qui est génial avec ce travail à la séquence, c'est qu'on peut retravailler le lighting ou d'autres choses, du set dress, à la séquence, mais aussi au shot. Donc là, je me dis, tiens, sur cette séquence, si on essaie de voir ce que ça donne de nuit. Ok, puis je vais mettre la lune, voilà, ça c'est sympa. Et hop, du coup, voilà, je teste de nuit, et puis je me dis, ah, le premier plan, par contre, il faudrait que je débouche un petit peu le perso. Donc là, je viens mettre une light qui est propre que à ce shot-là. Donc vous allez voir après, quand le plan, la séquence se rejoue, cet impact de light ne sera pas présent sur les autres shots, en fait. Et donc là, du coup, voilà, on travaille notre séquence. Mais on peut retravailler du set dress, on peut importer des éléments, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Et après, là, c'est une petite vidéo très courte pour vous montrer le rig, justement, dans Unreal, qui nous permet, pour l'instant, de faire vraiment que du travail de prévise. Mais on voit bien qu'Epic Games se donne les moyens pour avoir quelque chose d'encore plus costaud. Le data flow, les échanges entre Maya et Unreal, on utilise l'USD pour récupérer surtout la partie set dress, ce qui est mis en place dans Unreal et ce qui est mis en place dans Maya pour que ça fasse le ping-pong. Je passe un peu vite, hein, désolé. Sur la partie animation, on a expérimenté 2 formats d'export, le FBX et l'alambic. Alors, il y en a qui ont leurs avantages, d'autres leurs inconvénients. Pour l'instant, il faut qu'on pousse encore un petit peu plus les tests, mais le FBX est un peu plus limitatif sur des formations, mais beaucoup plus rapide et léger. L'alambic nous permet d'avoir toutes les déformations et on récupère aussi de la visibility. Après, la partie lighting, ça, la plupart des gens la connaissent. Donc, on a beaucoup de choses en temps réel et on a la possibilité de booster au moment du rendu les paramètres. Là, ce que je vous montre, c'est un petit comparatif. Alors, c'est le studio Tu nous as pas vu qui nous a, quand j'avais vu leur projet, qui m'a gracieusement prêté les données pour pouvoir faire mon test dans Unreal et je voulais voir ce que ça pouvait donner. Donc, sur la droite, vous avez le rendu final qui mettait 35 minutes la frame et à gauche, c'est la capture du viewport, mais en fait, on est à 8 secondes une fois qu'on le rend. Et du coup, bah, c'est quand même pas si mal. Et c'est 260 fois plus rapide, en fait. Et en termes de confort, là, j'ai dû reconstruire la lumière, un peu la colorimétrie. Il va falloir que tu sois 260 fois plus rapide. je vais vite. Aussi. Voilà. Après, il y a la partie post-process, qui est une sorte de système de compositing, on va dire, un peu intégré dedans, donc pour pouvoir faire des effets. Et là, je vous montre, c'est toujours sur le projet Shiraz, donc, qui était le premier photographe animalier nocturne. Et en fait, donc voilà, c'est de la prévise pour le court-métrage, justement, là. Avec des effets, il y a du grain, il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles de base dans Unreal. Mais si on veut aller plus loin, en fait, on a un système de post-process où on peut développer encore une fois notre propre shader. Et là, par exemple, je vais utiliser une map de normale pour distordre l'image, en fait. Et du coup, on peut utiliser une map de normale qui représente de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile ou ces choses-là. Et voilà. Puis on a accès à plein d'autres trucs. Mais... Donc, alors, Unreal. Vous l'aurez compris, on est plutôt fan. Unreal amène pour moi un vrai renouveau dans l'animation. Dès le début, on peut visualiser un peu de toutes les étapes de travail ensemble, car la parallélisation fait vraiment partie de l'ADN du soft. On évite en contexte, ce qui amène un vrai plaisir de fabrication et répond grandement aux demandes des producteurs et réalisateurs. Clairement, moi je pense vraiment que ça va changer nos productions, tant en termes d'organisation, de recrutement, de fabrication. Donc là, on est vraiment sur un vrai labo d'expérimentation sur 3 longs métrages. C'est un outil très riche qui vient avec son lot de complexité aussi. Il faut pouvoir le mettre en place. Et ça remet les généralistes un peu plus au centre aussi du process. Donc voilà. Et souvent, on vient vers Unreal ou le temps réel pour le côté temps réel et on se rend compte de tout l'écosystème qu'il y a autour et qui amène aussi une souplesse à plein d'autres niveaux.
Et pour finir et conclure en vrai, donc là on a un premier long métrage en cours et un pipeline qui fonctionne sur ce premier. Il y a encore 2 longs métrages à faire, il faut qu'on intègre la prévise, il faut qu'on intègre l'animation, qu'on intègre l'USD complètement, pas uniquement pour les décors, qu'on évolue avec les nouvelles versions d'Unreal et enfin qu'on se penche très fort sur la formation parce que là on a eu un peu la chance du débutant vu qu'on n'est pas très nombreux à utiliser Unreal, donc beaucoup de gens sont venus spontanément vers nous, des gens qui étaient formés ou auto-formés, mais la question de la formation, notamment pour les middle et les seniors, va se poser grandement. Voilà, mais la formation, ça sera demain. Merci. Merci beaucoup. Merci. À toi, Marc. Bonjour, je m'appelle Marc Dubois, je suis Head of Pipeline à Superprod depuis 3 ans et je vais vous présenter notre nouveau pipeline de long métrage et de série. On n'a que 15 minutes, donc ça va être dense, je vous préviens. Juste approche le micro un peu. Ouais, voilà. Je le garde avec moi. Tout d'abord, qui sommes-nous? Superprod, c'est un studio implanté à Paris, Angoulême et Milan, Los Angeles et New York aussi. Outre ses activités de production et développement de séries d'animation et de fiction menées par Superprod Animation et Superprod Drama, le groupe développe et produit des longs métrages de fiction et d'animation au sein de Superprod Film. Il y a 2 ans, Christophe Archambault, notre CTO, était venu au RADI vous parler de notre nouveau pipeline en cours de fabrication et on s'est dit qu'il fallait venir vous donner des nouvelles de notre bébé. Mais avant de démarrer, pourquoi avions-nous besoin d'un nouveau pipeline? Au niveau studio, on savait qu'on avait besoin de plus de flexibilité pour pouvoir brancher des logiciels en fonction de nos besoins. Et aussi, on voulait avoir un format d'échange universel pour pouvoir échanger facilement entre ces logiciels, mais aussi plus facilement échanger avec nos studios partenaires, sur les séries notamment. On voulait aussi plus de pérennité dans le sens où on ne voulait pas être lié à un logiciel en particulier, type Maya. Et on voulait aussi être plus agile en pouvant travailler plus facilement sur des tâches en parallèle. Côté film, ça a été facile. On savait qu'on allait avoir plus de polygones, plus de textures, plus de poils, plus de tout. Et qu'il allait falloir qu'on puisse encaisser cette charge. C'est pourquoi on s'est tout de suite intéressé à USD, qui semblait super prometteur à l'époque. Et c'est ce que je vais vous détailler dans cette présentation. En 2020, ce n'était pas un choix évident parce que c'était nouveau pour tout le monde, ça remonte à quelques temps maintenant. C'était utilisé seulement par les très gros studios, avec beaucoup de moyens, type Pixar, DreamWorks, Animal Logic, MPC. C'était peu supporté par les logiciels, pas super implémentés, pas comme aujourd'hui. Et côté moteur de rendu, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque. Aujourd'hui, en 2022, après l'avoir construit pendant 1 an, puis bêta-testé sur des prods internes pendant 6 mois. Notre pipeline est déployé et en production sur nos 2 shows, un film de Steambox pour Netflix et un autre film dont on ne peut pas encore révéler le nom. Avec USD, on savait qu'il y avait 2 approches. Soit en se disant qu'on s'en sert comme un format de cache type alambic, alors c'est très bien, c'est performant, mais ça n'apporte pas grand-chose de plus finalement et ça ne résolvait pas tous nos besoins. Il y avait une autre approche, c'était d'adopter totalement USD en le mettant au cœur du pipeline pour bénéficier de l'interopérabilité, du système de layering, de variation, d'Hydra, le système de render delegate que vous avez pu voir tout à l'heure avec Autograph, et des performances qu'apporte USD en termes de temps de lecture de scène par exemple. Alors cette voie, c'est la plus difficile à mettre en place, mais vous allez voir que ça apporte pas mal d'avantages, bien plus que d'utiliser simplement un cache alambic. Côté interopérabilité, on est désormais capable de lire le même fichier USD dans tous les logiciels utilisés par le pipeline. C'est-à-dire que c'est la data USD qui est lue dans tous les DCC, elle n'est pas convertie en data Maya par exemple, ce qui nous permet de l'éditer directement. On a plus besoin de devoir convertir la donnée pour s'adapter au logiciel. Par exemple, ça veut dire qu'en production, pour l'équipe FX, ils ne sont plus obligés d'aller dans Maya pour choisir l'asset à exporter, puis aller dans Houdini, exporter leurs effets, retourner dans Maya, les injecter, et pour avoir un short qui marche. Ça, c'est fini en fait. Aujourd'hui, ils ont juste à loader leur shot en USD.
comme tous les autres départements. Et après, ils font leur travail, ils cliquent sur Publish, et c'est le pipe qui s'occupe de publier les USD et de rendre ça disponible pour tout le monde. Un autre truc qui était intéressant pour nous, qui était important, c'était comment faciliter les mécanismes de contribution des tâches, c'est-à-dire comment rassembler le travail de tout le monde. Dans le monde d'avant, pour monter un shot, il fallait prendre en référence du surfacing, plugger du cache d'anime pour chaque asset, avec différentes techniques. Des fois, c'était des blend shapes, des fois avec le plugin Exocortex, par exemple. Ensuite, on avait le cache Yeti à aller plugger. C'était pas toujours stable, parfois un peu compliqué. Et en plus, le problème, c'est une fois qu'on avait fait ça, le shot était disponible, monté, mais il était seulement disponible dans Maya. Et ça, aujourd'hui, à l'ère où on balade un peu dans tous les logiciels, c'est plus trop acceptable. Avec USD, désormais, ce qu'on peut faire, c'est travailler par layer. Les layers dans USD, c'est un peu comme des calques Photoshop. On peut les empiler, et ce qui fait que celui qui est au-dessus peut remplacer ce qui a été défini par celui qui est en dessous. Ce qui nous permet de faire des overrides de travail pour chaque département. Et on peut également aussi visualiser en activant, désactivant les layers, ce qui nous permet de voir très vite quel layer a généré telle ou telle pénétration dans un mesh, par exemple. C'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Ici, on est dans un shot que j'ai monté où j'ai muté tous les layers qui contribuent à ce shot. Et donc là, on voit, j'ai activé seulement le layer de modeling. Donc on retrouve bien notre caractère, notre asset en typose de base. Ici, je vais activer le calque de R sur l'asset. Donc ce qui fait que mon modeling proxy a disparu et il a été remplacé par les cheveux qui ont été faits en CFX. Donc vous voyez, avec plein de curves. Ensuite, si j'active le layer de surfacing, la même chose. Donc il faut bien garder en tête que c'est des overrides, donc ça s'ajoute les uns sur les autres. Là, tous les matériaux ont été rajoutés. Chaque layer est séparé, donc ce qui me permet de les activer. Et ici, même chose, j'active juste le cache d'anime, en fait, ce qui a été fait par l'animation lors de ce shot. Vous voyez, là, c'est rapide, temps réel. Même chose, je fais ça pour les CFX. Et là, vous voyez que ça a remplacé le proxy de géométrie des cheveux par les cheveux en temps réel. Enfin, les cheveux dans la scène. Et je peux slider en temps réel. C'est hyper réactif. Ça, c'est le principe de layering. Évidemment, là, c'était dans ma scène de lighting. Donc, je peux très bien basculer avec le moteur de rendu via Hydra. Là, dans notre cas, on utilise Arnold. Ce qui fait qu'avec ce système de layering, c'est bien plus facile en fait pour updater. Là où auparavant on avait 25 000 fichiers à brancher, aujourd'hui on a juste besoin d'updater notre anime. Dans notre scène de lighting, on change le pass vers le cache et tout se réapplique et tout est dynamique tout le temps comme ça en fait. C'est super efficace et bien plus rapide pour checker tout ce qui se passe dans un shot. Vous avez juste je mute mon CFX, je mute mon anime, je retrouve un peu tout ce qui se passe. Je vais commencer un peu à vous parler d'Hydra. Hydra, c'est, comme le disaient les gens d'autographe, Hydra, c'est une architecture de rendu qui permet de prendre en entrée un stage USD et de l'envoyer vers un render delegate qui calcule le rendu. Donc en général, on a soit de l'OpenGL, soit votre moteur de rendu. Dans notre cas, on a choisi Arnold, parce que c'est un moteur très performant, qui a fait ses preuves sur de nombreux shows, et qui est toujours à la pointe en termes de techno, et aussi parce qu'ils sont tout de suite investis à l'époque dans le support du SD. C'est ce qu'on voit dans la vidéo, où on était dans Houdini. Donc Houdini et Maya, tous les deux supportent Hydra, ce qui fait que ça nous permet d'avoir exactement le même rendu. Je peux voir de l'OpenGL, avoir la puissance de calcul de Hydra, aussi bien en OpenGL que là, basculer en rendu. Et à ce moment-là, je vais avoir le même rendu dans Houdini et dans Maya. Ce qui fait que pour nous, c'était hyper intéressant parce que souvent, on dit que les CFX et les FX, ils sont un peu aveugles parce qu'ils travaillent dans Houdini. Comme je disais tout à l'heure, ils exportent leurs assets. Là, l'avantage, c'est qu'ils se retrouvent dans Houdini, ils ont Hydra, comme dans Maya. Et ils peuvent très bien basculer de l'OpenGL au rendu et avoir le rendu dans les conditions du rendu final avec le lighting qui aura été mis en place auparavant. Donc ça nous évite
Énormément d'allers-retours qu'on a pu connaître auparavant, c'est-à-dire j'ai exporté mes effets, je les ai réintégrés, ensuite je préviens le lighting envoie un rendu, je regarde mes effets, ils sont moches, je repars. Donc là, tout ça c'est fini en fait. Des gens en FX ou en CFX, ils voient le résultat tel qu'il sera au lighting tout de suite dans leur scène. Ça, c'est une des choses qui nous fait gagner énormément de temps. Et même chose, si on voulait, en anime, on peut très bien lancer un rendu, vérifier les contacts au sol dans les conditions du rendu final pour voir où on se trouve, par exemple. Pour les variations, avant, pour passer d'un asset à sa variation, c'était assez compliqué. Dans certains pipelines, il fallait qu'on copie chaque scène d'un asset à l'autre et le faire pour chaque tâche. Et lorsqu'on avait un update, il fallait recopier ces données dans la variation et faire hyper attention de ne pas écraser les différences de cette variation. Même avec du pipeline, c'était jamais vraiment rigolo à faire. Mais aujourd'hui, avec notre système basé sur les assets de variation, les variantes set du SD et pas mal d'amour aussi, surtout pour Maya, on est capable de travailler avec tous les assets dans la même scène en même temps et de rassembler ça au sein d'un seul fichier USD. C'est ce qu'on voit là aujourd'hui dans Maya. Simplement, en faisant un bouton clic droit, on a accès à toutes les variations, puisqu'elles sont dans le même fichier USD, et ça nous permet de passer de l'une à l'autre très rapidement pour choisir ce qu'on veut. Je vais vous montrer maintenant dans Houdini comment on fabrique ça. Pour ce qui est du surfacing, donc ça c'est une scène Houdini de chez nous. Vous avez 3 zones, en fait, vous avez une zone common, une zone en dessous pour les 2 assets, donc là dans notre cas c'est Frank et Frank Blue, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et dans la partie common, c'est là où on définit tout ce qui est commun à tous les assets. Donc là dans notre cas on a pas mal de matériaux. Et ensuite, dans ces 2 autres parties, les assets de variation, on va voir seulement ce qui override. Donc là, dans notre cas, pour la démo, on a overridé seulement le sweatshirt de Franck. C'est pour ça qu'on avait. Et là, en bas à droite, on a mis un petit menu pour les artistes qui permet de passer d'une variation à l'autre et de checker en temps réel ce qui se passe dans les scènes. Ça fait que vous pouvez générer énormément de variations très rapidement en toujours héritant ce que vous avez fait sur l'asset principal en général. Évidemment, comme il y a Hydra et qu'on est dans Houdini, on peut basculer du rendu ou à la représentation OpenGL très facilement. Et pour vous montrer que lorsqu'on change des choses, les mécanismes d'update, c'est tout de suite instantané. Ici, je viens dans le matériau, je lui change la couleur des cheveux pour aller vers du bleu. Ce qui fait qu'après, vous voyez, là j'étais donc avec mon asset Frank, je passe en Frank Blue pour voir, et tout de suite forcément ça hérite, c'est un graphe, donc on récupère ça. Ce qui fait qu'après, côté pipeline, nous on exportera ces 2 blocs de variations qu'on voyait dans la scène Houdini, et qu'on va rebrancher ça au niveau des variantes set USD. Côté performance, on a un peu vu déjà. Parce que je vous montrais dans le shot avec Franck quand il était suspendu dans son panier, on arrive à lire les scènes en temps réel, même avec des cheveux, avec beaucoup de cheveux. Et là, pour rigoler et faire un petit hommage à la kitchen de Pixar, on a mis 350 kitchen dans la scène, ce qui fait 96 millions de faces. Et vous voyez, ça, le playback dans Houdini est largement acceptable. Conclusion, donc, je ne suis pas si loin. Nous, on a été contents de passer à USD parce qu'on a gagné sur tous ces points qu'on voulait réussir. C'était l'interopérabilité. Maintenant, tout le monde est capable de voir exactement la même scène. Il n'y a plus de conversion, il n'y a plus d'adaptation spécifique à un logiciel où on perd la moitié des trucs. Tout le monde accède à la même scène. Le layering, ça nous assure des updates rapides et extrêmement moins complexes qu'auparavant. On peut activer, désactiver. C'est plus réservé qu'à un seul DCC aussi, c'est plus seulement disponible dans Maya, c'est dispo partout. Les variations, plus ce qu'on a mis en place, ça nous permet de travailler tous les assets en même temps. Là, je vous ai montré dans Houdini, mais c'est également le cas dans Maya. On a mis un système en place qui réplique ça. Côté Hydra, ça nous permet d'avoir la même data dans tous les DCC. Finalement, c'est un peu comme le OCIO pour les color space. Et après, en termes de performance, je ne vous ai pas montré, mais aussi le temps de chargement des scènes est extrêmement réduit par rapport à une scène Maya, par exemple. Et puis, vous avez vu, ça nous permet aussi d'afficher beaucoup plus de géométrie dans le viewport.
et en plus hors mécanisme d'optimisation de type proxy. Retour d'expérience, comme le disaient Weta et Pixomondo à SIGGRAPH cette année, l'implémentation du USD, c'est pas trivial, c'est même assez compliqué, parce qu'il y a pas mal de choses. Il faut bien assimiler les nouveaux concepts, trouver la bonne structure de layering USD, ça c'est on itère justement avec les superviseurs, les chefs de département à Superprod là-dessus. On améliore notre layering USD, la manière dont on branche tous les fichiers ensemble, c'est pas évident. C'est un investissement pour une société. Comme il y a des nouveaux concepts, il y a aussi un accompagnement à faire des artistes, parce que ces nouveaux concepts, ça révolutionne un peu leur manière de penser, ce qui n'est pas toujours évident. On vient avec nos croyances. Moi aussi, au début, avant de commencer sur ESD, je me référais à toutes les contraintes qu'on pouvait avoir dans des pipelines basés sur Maya, entre autres. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on accompagne les artistes avec ce nouveau mode de pensée. Mais après, une fois qu'ils ont pigé le truc, ils s'amusent pas mal à le tordre dans tous les sens. Côté API, c'est dense, mais elle est très bien faite. Donc ça fait partie aussi des trucs positifs. Et pour terminer, je voulais vous dire, le système de référence Payload, Sublayer, pour ceux qui ont mis un peu le nez dedans, en fait c'est super pratique, c'est hyper bien conçu. On sent que ça a été créé par des gens qui faisaient de la prod. Par exemple, on peut charger un shot sans loader les payloads, ce qui fait que tout sera déloadé. On gardera juste les bounding box animés, ce qui est super utile quand on veut isoler seulement les assets présents dans le code de la caméra. Et pour terminer, je dirais qu'on recrute énormément. Bonne nouvelle. Ouais. N'hésitez pas à scanner le QR code. On recrute en dev, TD, artiste, lead, sup, série, film. Comme je vous disais, on a 2 films, on a plein de séries, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez soit jouer avec ce pipeline, soit si vous voulez contribuer. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu.